Bienvenue au balado Lanaudière inspirante. Ici, Culture Lanaudière s'entretient avec des artistes de chez nous, de toutes disciplines confondues, pour vous faire découvrir ces acteurs et actrices du milieu culturel dans toute leur unicité. Nous sommes convaincus que vous tomberez en amour avec toute la richesse de la culture lanaudoise. Notre but? Ouvrir votre appétit culturel pour ce qui se fait chez nous. Alors c'est parti! Ce balado est une présentation de la boutique culturelle le 4673.ca qui, en collaboration avec le Circuit littéraire Lanaudois, vous offre la livraison gratuite sur votre prochaine commande en utilisant le code promotionnel Circuit 2022. Bonne découverte! Salut tout le monde, c'est Audrey, agente aux communications chez Culture Lanaudière. Mon invitée d'aujourd'hui, c'est Evelyne Ménard, une conteuse qui puise son inspiration dans les contes de tradition orale. À travers notre discussion, vous allez sentir à quel point elle s'amuse à redonner vie à ses histoires, à les moderniser et à les faire découvrir au plus grand nombre possible. C'est une artiste qui m'a semblé bouillonnante d'idées et qui fonce pour les mettre en action. On a parlé de comment elle est devenue conteuse et ce que signifie la médiation culturelle pour elle, comme ça fait partie intégrante de sa démarche. Je vous laisse aller à la rencontre de cette femme passionnée à travers notre belle discussion, alors bonne écoute! Merci d'être avec nous, c'est vraiment un plaisir de te rencontrer, Evelyne. En faisant des petites recherches, j'ai appris à te découvrir un peu, puis j'ai pu comprendre que tu étais une conteuse vraiment aux multiples facettes, musicienne, fileuse, puis que tu aimais bien mélanger avec tes récits différentes formes d'art. Mais pour être honnête, moi, la première question qui m'est venue en tête, c'est... C'est quoi une fileuse? Non! Non! Le pire, c'est non. Ce qui m'est vraiment venu en tête, c'est... Comment on devient conteuse? Comment tout ça, ça commence? Ben en fait, moi, parce qu'il y a toutes sortes de conteurs, moi, ce que j'aime dans les contes, c'est vraiment le lien avec les contes merveilleux, les contes très, très anciens qui ont des racines très fortes, des récits qui sont racontés depuis très longtemps. Et donc, c'est vraiment un lien avec la tradition qui m'a amenée vers les contes. Et en fait, quand j'avais 18 ans, moi, j'ai décidé que je partais pendant 8 mois en voyage. Oui, j'ai su que tu as fait plusieurs voyages. Oui, j'ai hâte de recommencer un peu, là. Oui, hein, la pandémie, c'est pas facile. Oui. Mais bref, donc mon premier voyage, c'était à 18 ans. Je suis partie billet ouvert sans savoir quand j'allais revenir. Oh, courageuse. Ben, moi, ça m'allait, mais ma mère était un peu découragée. Oui, hein, je comprends. Bref, quand je suis revenue, en fait, c'est plutôt que tout le long du voyage, je rencontrais des gens de différents pays qui pouvaient me présenter un plat de leur pays ou de la musique, des chansons qui étaient vraiment typiques de chez eux. Fait que quand moi, je suis revenue, je me suis vraiment posé la question, mais c'est quoi être québécois même, là, tu sais, quand t'as 18 ans? Ouais, un peu qu'est-ce que toi, t'avais à transmettre? Ben, même... Comme... Non, c'était plutôt, c'est quoi les traditions ici ou est-ce que j'en ai? Puis on se rend compte qu'on en a tous dans nos familles, que ce soit de la nourriture, que ce soit des choses que nos grands-pères ou nos grands-mères nous ont appris. Il y a des traditions un peu partout. Fait que ça a comme été le point de départ à que tu t'intéresses un peu à nos traditions. Voilà. Puis après, par la musique, puis ensuite par les contes, je suis arrivée dans une espèce de groupe qui s'appelait les conteurs du sergent recruteur. OK. Donc, tous les dimanches, on se retrouvait dans un bar à Montréal pour se raconter des histoires. Puis, ça n'a jamais arrêté, en fait. Wow, c'est vraiment une belle... Fait que cet intérêt-là, c'est vraiment né de tes voyages. Ça t'a comme fait poser des questions. Puis là, t'as décidé de poursuivre là-dedans. Ça t'a comme... de plus en plus passionnée, est-ce que je comprends? Oui, ben c'est sûr qu'il y a eu un passage entre mon intérêt, ma curiosité, puis après ça, dire, ben moi, ce que je veux, c'est en faire un métier. Oui. Donc, c'est tout un apprentissage, puis ça s'apprend pas non plus à l'école. Il y a pas on peut pas aller à l'université en compte. Ben, c'est pour ça que j'avais cette question-là, parce que c'est pas si courant que ça, dans le fond, de... Ah oui, moi, je veux devenir conteuse, puis je vais m'inscrire à tel programme. Tu sais, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est pas un parcours typique, là, mettons. Non. Fait que... Oui, c'est ça. Mais c'est quand même très intéressant. Je sais aussi que ton père est historien. T'as quand même baigné beaucoup dans la culture
depuis toujours, là? Oui. Moi, en fait, mes parents, quand on partait en voyage, quand on était petits, c'était vraiment la découverte de la culture dans plein de régions. Fait que, en tout cas, on allait visiter des galeries d'art, on allait voir des spectacles. Moi, j'ai vu quand le Cirque du Soleil, c'était encore les échassiers à Baie-Saint-Paul. Okay. Donc, tu sais, j'avais 4 ans, 5 ans, mais tu sais, puis je m'en souviens. Oui. Donc, ça a toujours été des voyages comme ça, culturels, à travers le Québec, pendant toute mon enfance. Puis évidemment, ben ça ouvre les perspectives. Bien sûr. Puis ensuite, moi, j'ai fait mon secondaire en musique. Donc, depuis l'âge de 6 ans que je joue de la musique, j'ai joué beaucoup de musique classique. Oui. Puis à 18 ans aussi, j'ai découvert la musique traditionnelle. J'ai trouvé une façon aussi d'être en communauté. Donc, de jouer avec des gens, alors que je pouvais jouer des heures toute seule dans un petit local. Oui. Donc, ça m'a beaucoup plu, cette façon-là de se rencontrer par la musique, par les contes aussi, oui, dans les festivals. C'est le fun. Oui, je vois que vraiment, j'ai vu dans plusieurs des projets que tu fais, il y a beaucoup de collaboration, beaucoup de partage, beaucoup de, comme je disais, là, différentes formes d'art, tu sais, de la musique. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve, beaucoup intéressant. Beaucoup d'art visuel aussi. Oui. J'aime beaucoup l'art visuel. Oui. Et puis, c'est tout le temps une façon là, de réfléchir. Est-ce que je peux travailler, en fait, mes contes? Moi, je sais que je vais aller toujours dans les contes traditionnels, mais une fois que j'ai fait ce choix-là, ben c'est un point de départ, en fait. Donc, on peut vraiment aller plus large, on peut aller chercher de toutes sortes de façons. L'année dernière, j'avais travaillé avec la peintre Marie-Ève Boucher. OK. Donc, c'était justement des tableaux. Des tableaux puis on associait le récit des gens avec un arbre et un conte. OK. Donc, c'est une belle synergie qu'a fait. On a fait des vidéos, finalement. Okay. Parce que, à cause ou grâce, parce que ça fait un beau produit, finalement, de la pandémie. Ça permet de partager encore plus loin avec la vidéo. Là. Mais oui, tu me dis que tu aimes les arts visuels. Est-ce que tu en fais? Non. Non, c'est plus thème intégré dans tes récits. Oui. OK. Des fois, ça aurait pu être une passion aussi insoupçonnée. Là. Oui. Je laisse ça. C'est pas encore testé. Parfait. Puis, un peu pour la curiosité de nos auditeurs, puis aussi pour la mienne, là, je me demandais, ça te permet de participer à quel genre de projet, être conteuse? Tu sais, je sais que tu as fait beaucoup de projets depuis les dernières années, là, mais dans quel type de projet on peut voir un conteur ou une conteuse? Ben moi, probablement par ma personnalité, puis à force d'en avoir fait aussi, tu sais, je suis quelqu'un qui va vraiment générer des projets. Oui. Donc, si j'ai une idée, puis tu me dis que ça te tente, fais attention, ça risque d'arriver. OK. et donc, ben oui, il y a plusieurs volets dans mes créations, en fait. Un des premiers volets que j'apprécie quand même beaucoup, c'est le volet de transmission. OK. Donc, vraiment, c'est d'aller partir de vieux répertoires, de trouver les répertoires de vieux contes traditionnels. Comme là, actuellement, j'habite à Saint-Cuthbert, puis il y a un monsieur qui s'appelle Adélard Lambert, qui a grandi là. Oui. Ben non, en fait, qui est né là, au tournant du 20e siècle, et qui a laissé tout un répertoire là, de contes. Donc là, je travaille avec les enfants du village pour qu'ils découvrent ces histoires-là et qu'ils apprennent à les raconter. Puis on va les raconter à la fête du village. Okay. Donc, il y a vraiment un côté transmission. On découvre le répertoire, on choisit, puis on va le raconter. OK. C'est le fun parce que justement, en voyant un peu le milieu du conte, je me suis demandé... ben, tu sais, j'ai vu aussi que tu avais un souci de rendre les contes traditionnels plus contemporains. Tu sais, justement, entre autres, en croisant tes récits avec plusieurs formes d'art, en faisant des collaborations, aussi avec la médiation culturelle. Puis je me demandais si la tradition orale, c'était quelque chose qui tend à se perdre. Mais là, de la façon que tu me parles, c'est avec, justement, des projets comme celui-là, ça permet de faire perdurer la tradition orale, de faire perdurer les contes, de ce que je comprends, là. Absolument. Je sais pas si tu as le même avis, là. Ben absolument, puis... moi, un de mes personnages préférés dans les contes, c'est Tijan. Et je peux dire qu'il y a 200 enfants à Saint-Cuthbert maintenant qui ont la même passion que moi pour Tijan, qui me voient, puis on veut un conte de Tijan. Souvent, en fait, c'est juste qu'on connaît pas. On connaît pas ces récits-là.
Puis c'est normal, on est face à la télévision, la radio, il y a plein d'autres choses autour, plein de plateformes aussi. Donc, c'est pas un matériau de base qu'on connaît encore, qu'on connaît tant que ça. Mais je peux vous dire que quand les gens le découvrent, qu'ils soient adultes ou enfants, ça touche, ça fait plaisir, puis on... Mais oui, c'est l'imagination, tu sais, quand les gens sont touchés par ça, n'importe qui, ça les passionne, là. On le voit beaucoup, là. Puis, justement, comme on parlait de médiation culturelle, toi, t'en fais beaucoup avec ton travail depuis déjà plusieurs années. Qu'est-ce que c'est pour toi la médiation culturelle? Ben en fait, pour moi, c'est vraiment une façon d'être à l'écoute des gens, de faire des rencontres et de donner une voix un peu à certaines créations que je fais. OK. Justement, de se laisser inspirer par une anecdote, par un récit de vie, aller chercher un conte traditionnel qui fait écho à ça et mettre tout ça ensemble pour faire dans une grosse soupe un peu, là, mélanger tout ça, puis que après, hop, il y a une histoire qui en ressort. Puis au niveau de la transmission, je travaille aussi avec... pour moi, c'est super important. Là. J'ai un projet de nation à nation, donc de Québec Atikamekw, avec la conteuse Karine Echaquan. Oui, ça aussi, j'ai vu. Oui. Donc, c'est vraiment une belle façon de se rencontrer, en fait. Nous, on l'a fait beaucoup de nation à nation. On se rend compte qu'on n'est pas pareil, mais on aime beaucoup aller chercher ce qu'on a qui se ressemble pour pouvoir avancer ensemble. Donc, c'est vraiment une belle vision qu'on transmet beaucoup dans les écoles, quelquefois aussi avec les adultes et tout ça. Et c'est vraiment une belle ouverture par les contes, par l'art traditionnel, en fait. Fait que ça, c'est un projet qui est encore en cours. Oui, tout à fait. Puis vous allez d'école à école dans la Naudière ou vous allez... Bien, on est dans le programme Culture à l'école. OK. Donc, ça nous permet vraiment, On est surtout dans la Naudière. Puis moi, je suis fière, je suis contente. Oui. Parce qu'il y a vraiment une présence à Atikamekw qui est assez forte. Et il y a une ouverture dans les écoles pour que les gens, justement... sont intéressés à ce qu'on se rencontre, qu'on se parle. C'est comme ça qu'on peut avancer ensemble, plutôt que d'être en parallèle. C'est vrai. Puis est-ce que tu sens que cette ouverture-là est de plus en plus présente? T'sais, avec surtout les derniers événements, de ce qui peut s'être passé dans les dernières années, je sais pas si tu vois une différence dans cette ouverture-là de s'ouvrir à cette communauté Atikamekw. Bien, c'est triste puis c'est merveilleux à la fois, hein, dans le sens que... on peut pas oublier ce qui s'est passé à l'hôpital avec Joyce Echaquan, qui est très difficile. Puis, en même temps, oui, cette rencontre-là, il y a de plus en plus de gens qui sont curieux des deux côtés. Hein? Vraiment, des deux côtés. Il y a une prise de confiance, beaucoup chez mes amis Atikamekw que je vois autour de moi. Donc ça me rend fière, ça me rend heureuse qui aient moins envie de se cacher, puis qui aient le goût de montrer qui ils sont. Puis pas juste entre eux, mais dans la société. Oui. Donc, c'est positif, ça donne l'espoir aussi que on peut aller de l'avant, créer de nouvelles choses, créer un pont aussi entre, comme tu dis, nos différentes cultures. C'est ça, s'écouter l'autre. Oui, c'est vraiment un beau projet. J'espère qu'on va avoir la chance d'en reparler. Je vais faire un petit parallèle avec la résidence d'écriture que tu as faite avec Culture La Naudière, dans le cadre du projet Circuit littéral à Naudois. Tu as choisi de t'installer à la Maison des contes et légendes de la Valtrie. On m'a dit que c'était un lieu que tu connaissais assez bien. Peux-tu nous expliquer un peu l'importance de ce lieu dans ton parcours artistique, voire même dans ta vie en général? Là? Oui. Oui, c'est assez important, en fait. C'est ce qui fait que je suis arrivée dans la région il y a 8 ans, déjà. Okay. Donc... initialement, tu viens de... Moi, je suis du sud de la Montérégie. OK. Ouais. J'habitais à Montréal aussi, mais je suis retournée en Montérégie, puis finalement, je suis venue ici. Parfait. Donc, c'est vraiment par la Maison des contes et légendes. Donc, la Maison des contes et légendes, c'est un musée
où sur 2 étages, on rentre vraiment dans un monde de contes et légendes. Donc, il y a un loup-garou, il y a un vrai loup-garou empaillé. Il y a toutes sortes de personnages comme ça. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'exposition, qui est encore là, en fait. Donc, avec Michel Goulet, qui était là au début, puis ensuite avec les autres qui ont suivi. Puis j'ai créé l'animation de la maison. Donc, c'est vraiment ça qui m'a amenée dans le coin. Puis après ça, ben les projets se sont enchaînés, puis j'ai décidé de rester dans la Naudière. C'est le fun. Tu as un petit coup de cœur pour la Naudière. Oui, oui. Je me demandais concrètement comment que la résidence, ça s'est passé. Tu sais, quand tu étais dans quel état d'esprit, c'était quoi être sur les lieux pour créer, tu sais, comment tu te sentais réellement? Mm-hmm. Ben, la salle de réunion à la Maison des Contes et Légendes est assez magique. En quoi elle est magique? Ben, en fait, c'est vraiment une salle qui est entièrement peinte. En fait, le plafond, il y a comme une espèce d'ogre qui sort d'un trou en faux fuyant, je pense. En tout cas, tu sais, on le voit là. Sur les murs, c'est une dizaine de toiles de Françoise Pascal qui illustrent chacune des légendes. Donc, j'étais vraiment entourée de légendes, tu sais, de fantômes, de loups-garous, tout ça, qui, moi, je trouve qu'ils ressemblent, qui peuvent se rejoindre avec la Dame Blanche, là. Oui. Donc, c'était vraiment ça. Même la table, elle est complètement peinte avec des personnages historiques de la ville de Lavaltrie. Donc, en partant, il y avait déjà plein d'histoires autour de moi. C'est ça, c'est vraiment un lieu qui laisse place à toute l'imagination. Là. Oui, puis là, c'est ça. Fait que là, à travers les bribes, à travers des petits fils là, qu'on tire un peu dessus pour essayer de voir, ben si je vais dans ce sens-là, où mon histoire va aller. Puis si je prends un autre chemin, ben peut-être que ça peut être plus fort, plus intéressant. Puis là, ça s'est formé comme ça, un peu comme un casse-tête aussi, là. OK. T'avais comme plein de petites idées, puis là, ça s'est comme formé. Oui, c'est ça. Puis à force de lire le truc historique, comment je le mets au fantastique, puis comment je mêle tout ça. Puis c'était de voir comment, justement, dans un lieu donné, avec mon moment contemporain actuel et dans le passé, qui n'était pas si lointain non plus, qui marque aussi une part de l'histoire des Québécoises. Oui. Donc, c'était ça que je voulais mettre ensemble. Ça a été un beau casse-tête. Moi, je suis vraiment conteuse. Je suis pas si écrivaine que ça. Oui, c'est ça. Je pense que c'était une de tes premières expériences en tant qu'auteur. Que je suis engagée professionnellement pour être auteur. On peut dire que oui, définitivement. Même si j'ai des textes dans certains livres et tout ça, mais souvent, moi, en fait, j'écris pour raconter. Donc, comme il y avait un balado, ça me convenait, justement, parce que je savais que je pourrais raconter une histoire, qu'elle ne sera pas seulement écrite. Ça a été un beau défi, finalement, ça s'est bien passé. Oui, absolument. Oui. Puis je suis quelqu'un qui fait beaucoup de recherches, là, fait que j'ai vraiment lu beaucoup sur la situation des filles mères, là, justement, tu sais, de 1900 jusqu'à 2000, là, tu sais, comment ça se vivait, comment... tu sais, moi, je pensais que les filles, en fait, elles devaient... Je parle de l'hôpital de la Miséricorde. Oui. Donc, moi, je pensais qu'ils étaient obligés de laisser leur enfant, mais c'était pas le cas, en fait. S'ils étaient capables de subvenir aux besoins de l'enfant, ils pouvaient le garder. OK. Fait que c'est des petits détails, mais c'est super pertinent. Qu'on n'est pas au courant. Exactement. Mais pour l'histoire, ça l'apporte beaucoup, là. Oui, c'est ça. Mais ce qui est triste, c'est qu'en fait, comme elle réussissait juste à se trouver des petits travails là, comme servante ou, tu sais... souvent, elles n'arrivaient pas. Elle gardait l'enfant, puis elle allait le reporter. Ça fonctionnait pas. Tellement déchirant, là. Ça doit être vraiment difficile. Est-ce que ça t'amène à d'autres idées pour d'autres projets? Toute cette recherche-là, ou c'était comme vraiment pour ce projet-là, puis... Ah non, je peux passer beaucoup de temps, même si c'est que pour une fois. Oui, absolument. Mais c'est sûr qu'en étant conteuse, toutes les histoires, la recherche, ça doit te passionner aussi. Effectivement, oui. Puis... en finissant, j'ai entendu une phrase. On dit souvent que
il y a des gens qui inventent des histoires, des gens qui racontent les histoires, puis les histoires des autres, et des gens qui racontent leur propre histoire. Puis je me demandais si un jour tu serais tenté de raconter la tienne, raconter ton histoire. Ben, je trouve ça déjà éprouvant de répondre à des questions. Peut-être que c'est parce que je me donne pas assez d'importance ou quoi, mais juste comme une histoire comme ça, pas tant. OK. Là, j'ai présenté, moi j'ai beaucoup voyagé. Oui. Donc, de faire des anecdotes, de parler de moi à travers les endroits que j'ai vus, raconter des histoires que j'ai récoltées aux différents endroits. Puis là, ben, ça fait un peu un parcours de vie. Oui. Donc ça, oui, je me reconnais plus. Fait que là, ça, t'as commencé à plus intégrer comme tes anecdotes à toi, des choses comme ça dans tes... Oui, c'est ça. Donc, Okay. c'est plus comme récit de voyage. Mais c'est pas ce qui te vient le plus facilement de parler de toi, puis de... Ben, je trouve qu'on est tellement dans une société où de je me moi Oui. que, je veux dire, c'est peut-être pour ça que j'aime bien les histoires traditionnelles, parce que ça va au-delà de ça, en fait. Oui. Puis, si on parle de soi, ben, c'est par des images, par des métaphores. Puis, je trouve que là, ça prend plus de sens parce que j'ai pas besoin de donner une morale aux gens. Je veux juste que, à travers les histoires, les gens trouvent la leur. Oui. Merci, Evelyne, d'être venue puis d'avoir discuté avec moi. J'ai trouvé ça vraiment enrichissant. Puis j'ai bien hâte de voir ce que tu vas faire par la suite aussi. Merci beaucoup.